Ces jeunes ont commis certains des crimes les plus odieux de l'histoire de l'Amérique, leur visage affichant une palette d'émotions allant du remords à la nonchalance pure et simple. Alors que la réalité de leur verdict s'impose, nous sommes sur le point d'avoir un aperçu de ceux qui se cachent au cœur de ces jeunes criminels. Incarcération pour la durée de votre vie naturelle. Pour sa défense, Lionel Tate, 12 ans, a affirmé qu'il s'entraînait à la lutte lorsqu'il a tué Tiffany Eunick, 6 ans. Notre première affaire se déroule au tribunal du comté de Broward, où nous allons découvrir le verdict du tribunal, mais surtout la réaction de Lionel Tate à sa punition. À 12 ans, Lionel Tate s'est retrouvé dans une situation qui allait changer à jamais le cours de sa vie. Le 28 juillet 1999, Lionel a été confié à sa mère, Kathleen Grossett Tate, agent de police de l'État de Floride, qui gardait également sa cousine de 6 ans, Tiffany Eunick. Au cours de la soirée, les deux enfants ont joué en bas pendant que Kathleen dormait à l'étage. Environ une demi-heure plus tard, Lionel est sorti pour informer sa mère que Tiffany ne respirait plus. Le petit corps de Tiffany portait les traces brutales d'une violente agression. « J'ai un enfant qui ressemble à elle, ne respire plus. J'ai essayé de faire un massage cardiaque. Pouvez-vous voir si elle respire ou non? Elle ne l'est pas. » Les blessures subies par Tiffany Eunick sont catastrophiques. Ses jambes, ses pieds et son cou étaient couverts de graves ecchymoses. Son crâne était fracturé, son foie lacéré, une côte cassée et son cerveau enflé. L'accusation décrira plus tard l'étendue de ces blessures comme étant comparable à celles subies lors d'une chute d'un immeuble de 3 étages. Nous courions dans la maison, et je l'ai attrapé, en jouant au chat et à la souris. Comment l'avez-vous attrapé? Comme comment on attrape quelqu'un? Le procès qui s'en est suivi a placé Lionel Tate sous les feux de l'actualité nationale, l'accusation dressant le portrait d'un garçon dont les actes étaient loin d'être innocents. Le cadre juridique dans lequel le sort de Lionel devait être décidé était la règle controversée du felony murder en vigueur en Floride. Cette règle stipule qu'une condamnation pour meurtre au premier degré n'exige pas que le jury croie que l'accusé avait l'intention de tuer. Il suffisait que Lionel ait sciemment abusé d'un autre enfant qui en est mort par la suite. Nous, le jury, déclarons l'accusé coupable de meurtre au premier degré tel qu'incriminé dans l'acte d'accusation. Le jury, lié par la lettre de la loi, a déclaré Lionel Tate coupable de meurtre au premier degré. À l'âge de 13 ans, il a été condamné à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, devenant ainsi le plus jeune citoyen américain à recevoir une telle sentence. Incarcération pour la durée de votre vie naturelle. À l'annonce du verdict, Lionel Tate a fondu en larmes, comprenant peut-être le poids de la sentence. Si l'on peut considérer que l'affaire Lionel Tate était un jeu d'enfant qui a mal tourné, ces jeunes savaient exactement ce qu'ils avaient prévu pour leurs victimes. Je suis désolé pour la famille de Cassie, mais elle devait être la seule. Nous devons nous en tenir au plan, et elle est parfaite, donc elle va mourir. À première vue, on aurait pu croire que 2 adolescents avaient échoué dans leur tentative d'imitation d'un méchant de cinéma, mais c'est exactement le contraire qui s'est produit. Il s'agissait en fait d'une vidéo décrivant un meurtre qui allait laisser une cicatrice indélébile dans la communauté. Rejoignez-nous au 7th Judicial District Court où le juge Peter D. McDermott rendra sa décision dans l'affaire Brian Lee Draper et Torrey Michael Adamczyk, 2 collégiens accusés du meurtre de leur camarade de classe. Cassie Jo Stoddart, une adolescente de 16 ans, était connue pour son sourire éclatant et son bon cœur. Cependant, ses camarades de classe Brian Lee Draper et Torrey Michael Adamczyk, âgé de 16 ans, partagent l'obsession de la tuer, inspirée en partie par les tueurs de Columbine, Dylan Klebold et Eric Harris, ainsi que par le film d'horreur Scream. Nous avons attrapé notre victime, et malheureusement, c'est notre ami. Vous savez quoi? Nous devons tous faire des sacrifices. Notre première victime est déjà Cassie. Malheureusement, leur victime sera Stoddart qui, le 22 septembre 2006, a accepté de garder les animaux de son oncle et de sa tante, après une brève visite de son petit ami, ainsi que de Draper et Adamczyk, qui ont quitté la maison au début, mais ont discrètement déverrouillé la porte du sous-sol, assurant ainsi leur retour. Cassie s'est retirée pour la nuit. Malheureusement, elle allait devenir la victime sans méfiance d'une véritable histoire d'horreur. « Je viens de tuer Cassie. Nous venons de quitter sa maison, ce n'est pas une putain de blague. Je tremble, je l'ai poignardée à la gorge, et j'ai vu son corps sans vie disparaître. » Les 2 adolescents, qui avaient auparavant déverrouillé la porte du sous-sol, se sont glissés dans la maison et ont coupé l'alimentation électrique pour inspirer la peur. Armés de couteaux qu'ils s'étaient procurés chez un prêteur sur gage local, ils ont poignardé Cassie une 30aine de fois, 12 des blessures étant potentiellement mortelles. Son corps a été découvert par son oncle et sa tante 2 jours plus tard, lorsqu'ils sont rentrés chez eux. L'enquête sur le meurtre de Cassie a été rapide et approfondie.
La découverte par la police d'une cassette VHS Sony partiellement brûlée contenant les images du garçon montrant leur plan pour assassiner Cassie s'est avérée être la principale preuve dans l'affaire contre Draper et Adamczyk. Le 27 septembre 2006, 5 jours après le meurtre, les deux hommes ont été placés en garde à vue et inculpés de meurtre au premier degré et d'association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre au premier degré. Les deux garçons ont été jugés séparément, les deux à l'âge adulte. Le procès de Brian Lee Draper et de Torrey Michael Adamczyk a été un spectacle qui a capté l'attention de Pocatello et du pays. Lorsque le juge McDermott a prononcé les sentences le 31 août 2007, Draper et Adamczyk ont été condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre, ainsi qu'à des peines supplémentaires pour conspiration en vue de commettre un meurtre. Les réactions de Draper et d'Adamczyk à leur condamnation sont révélatrices. Il n'y a pas eu d'explosion dramatique ni de demande d'indulgence. Au contraire, ils ont reçu leur sentence avec une sombre résignation. Si vous pensiez que le crime commis contre Cassie Stoddard était odieux, attendez que nous discutions du cas de notre accusé de 14 ans qui a non seulement assassiné une enfant, mais a laissé son corps dans sa chambre pendant des jours tout en participant aux recherches. Je suis certain qu'au jour du jugement dernier, vous, Joshua Patrick Phillips, sera condamné à une peine bien plus sévère que celle que je peux imposer. Notre prochaine affaire se déroule à Jacksonville, où Joshua Phillips, un adolescent apparemment inoffensif de 14 ans, a commis un acte si odieux qu'il laisse aujourd'hui encore la nation sous le choc. Rejoignez-nous à la Fourth Judicial Circuit Court pour plonger dans la sombre histoire d'une amitié d'enfance devenue fatale. Joshua Earl Patrick Phillips est né d'un père alcoolique très redouté. Pourtant, le jeune garçon est décrit comme calme et amical, un enfant qui ne se fait pas remarquer pour de mauvaises raisons. Je connaissais Josh et visiblement, il était l'un des enfants les plus gentils du quartier. Maddie Clifton, une fillette de 8 ans qui vivait de l'autre côté de la rue, s'est liée d'amitié avec Joshua. Le 3 novembre 1998, Maddie Clifton est venue chez Joshua pour lui proposer de jouer au baseball. Tout en sachant qu'il n'était pas autorisé à recevoir des amis en l'absence de ses parents, Joshua a accepté. Alors qu'il jouait, la balle a frappé Maddie à l'œil, la faisant saigner et crier de douleur. Joshua commence à paniquer. Phillips n'est pas un monstre, mais à cause d'un acte qui a commencé par un accident et s'est détérioré dans un état de panique proche de la folie. Il s'est livré à un acte monstrueux. Dans une tentative désespérée de faire taire les cris de Maddie, Joshua l'a entraîné dans sa maison. Il a par la suite affirmé que ses vêtements s'étaient détachés lorsqu'il l'avait tiré à l'intérieur, un détail qui a été contesté au cours de l'enquête. Il a frappé Maddie avec la batte de baseball et l'a ensuite cachée sous la base de son lit à eau. Lorsque Steve Phillips est revenu, tout semblait normal. Les parents de Maddie, en revanche, sont inquiets. La dernière fois que nous l'avons vue, c'était vers 17h30, et j'ai laissé les enfants jouer avec elle pendant un petit moment. Et puis elle a juste disparu. Quelques heures plus tard, Joshua a découvert que Maddie était toujours en vie et, dans un dernier acte de désespoir, il a enlevé le matelas, lui a tranché la gorge et l'a poignardé 7 fois dans la poitrine avec un couteau provenant d'un outil Leatherman, mettant ainsi fin à ses jours. Pendant 6 jours, la communauté a cherché Maddie et Joshua s'est joint aux efforts tout en vivant dans le mensonge. La découverte du corps de Maddie, le 10 novembre par Melissa Phillips dans la chambre de son fils, allait faire éclater la sinistre vérité. Arrêté à l'école et avouant le meurtre en quelques heures, la vie de Joshua Phillips était terminée. Je suis ici pour annoncer l'arrestation de Joshua Earl Patrick Phillips. Le procès de Joshua Phillips a été un spectacle qui a passionné la ville de Jacksonville et le pays tout entier. Déplacée du comté de Duval au comté de Polk pour échapper à l'intense attention des médias, la salle d'audience est devenue le théâtre d'un procès passionné. L'accusation a brossé le tableau d'un crime qui aurait pu être motivé par des considérations sexuelles en mettant en avant les conversations que Joshua avait eues à ce sujet avec Maddie Clifton et sa sœur aînée. Jusqu'à ce jour, c'est la sentence de cette cour que vous soyez remis par le shérif du comté de Polk à la garde de l'administration pénitentiaire de l'État de Floride pour être enfermé dans une prison, sans possibilité de libération conditionnelle pour le test de votre vie naturelle. Après avoir délibéré pendant un peu plus de 2 heures, le jury a déclaré Joshua coupable de meurtre au premier degré. Joshua Smith a finalement été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Si le meurtre de Maddie Clifton est déconcertant, celui d'Eric Smith, 10 ans, se distingue par sa brutalité. Vous trouvez donc l'accusé coupable de meurtre au second degré? Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui.
Cette nouvelle affaire vous laissera pantois, avec une seule question à l'esprit. Qu'est-ce qui pousse un jeune garçon à commettre un acte aussi odieux? Accompagnez-nous au tribunal du comté de Monroe, où le juge Daniel Doyle retrace l'histoire poignante d'Eric Smith et la condamnation à perpétuité qui a suivi un crime qui laisse encore un arrière-goût amer. Le 2 août 1993, Derrick Roby, âgé de 4 ans et ayant toute la vie devant lui, se rend seul à une colonie de vacances, sans savoir qu'il y croisera Eric Smith, âgé de 13 ans. Eric Smith se rendait au même camp lorsqu'il a repéré Derrick et a attiré l'enfant de 4 ans, qui ne se doutait de rien, dans une zone boisée isolée. Smith a étranglé Derrick, lui a infligé un traumatisme crânien avec une pierre et a même souillé son corps. L'innocence de la ville a été brisée lorsque le corps sans vie de Derrick a été découvert, ses blessures profanées avec du Kool-Aid provenant de sa propre boîte à lunch. Je l'ai étranglé, je l'ai frappé à la tête avec une pierre à plusieurs reprises. L'enquête qui a suivi a été rapide et intense, les forces de l'ordre passant la ville au peigne fin à la recherche d'indices. Alors que le filet de suspicion s'élargissait, c'est le témoignage d'Eric Smith lui-même qui l'a placé sur les lieux du crime. Sa connaissance détaillée des vêtements et des effets personnels de Derrick a mis la puce à l'oreille. Eric Smith a vu Derrick Roby et l'a reconnu. Immédiatement qu'il allait le tuer, c'était prémédité. Le 8 août 1993, il a avoué à sa mère puis aux autorités qu'il était responsable de la mort de Derrick Roby. En août 1994, à l'issue d'un procès éprouvant, le jury a rendu son verdict, déclarant Smith coupable de meurtre au second degré et le condamnant à une peine d'emprisonnement allant de 9 ans minimum à la perpétuité. Vous trouvez donc l'accusé coupable de meurtre au second degré? Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Si vous pensiez que le cas d'Eric Smith était choquant, attendez de découvrir l'histoire de ce gamin qui a assassiné un enfant simplement pour satisfaire son désir sadique. Vous serez détenu sans limite de temps et affecte le châtiment après 27 ans. Le meurtre brutal d'Alesha McPhail, une fillette de 6 ans, un crime aussi ignoble que choquant, a laissé une trace indélébile en Écosse. À la haute cour de justice, Aaron Campbell est sur le point de connaître le sort qui lui est réservé pour ce meurtre. Arrivé très jeune sur l'île de Bute, Aaron Campbell, 16 ans, était connu de ses camarades comme un adolescent ordinaire qui fréquentait la Rothsay Academy, aimait faire la fête et aspirait à devenir une vedette de YouTube. Pourtant, sous ce voile de normalité, Campbell abritait une noirceur. Il voulait tuer quelqu'un. Dans la nuit du 1er juillet 2018, Alesha McPhail, 6 ans, était bien installée dans son lit chez ses grands-parents, la porte d'entrée n'étant pas verrouillée. Aaron, qui s'était glissé dans la maison pour voler du cannabis au père d'Alesha, un trafiquant de drogue, a trouvé l'enfant endormi qu'il a enlevé et assassiné. La disparition d'Alesha a été signalée à 6h23 et à 8h54. Son corps a été retrouvé avec 117 blessures. Ce que je peux dire, c'est que je confirme maintenant que le corps d'Alesha McPhail, âgée de 6 ans, a été retrouvé à l'arrière de la route. Qui était une personne portée disparue le lundi 2 juillet à 6h25. Ce que je peux dire maintenant, c'est que nous traitons sa mort comme une enquête mortelle. Le système de vidéosurveillance qu'elle avait installé à leur domicile a permis de filmer le départ de son fils en pleine nuit et son retour au petit matin, avec des vêtements différents et un comportement différent. La police, forte de ces preuves, a arrêté Campbell, soupçonné de meurtre. Aaron Thomas Campbell. Vous avez été reconnu coupable de l'enlèvement, viol et meurtre d'Alesha McPhail, un enfant de 6 ans. Le procès s'est ouvert le 11 février 2019 devant la Haute Cour de justice de Glasgow. Les images de vidéosurveillance, les correspondances ADN et les fibres prélevées sur la scène de crime ont toutes indiqué la culpabilité de Campbell. Campbell a été condamné à la réclusion à perpétuité avec une peine minimale de 27 ans, peine qui a été réduite en appel à 24 ans. Vous serez détenu sans limitation de durée et affecte le châtiment après 27 ans. Aaron Campbell avait peut-être envie de tuer, mais nos prochains accusés se demandaient ce qui avait bien pu se passer pour qu'un enfant de 2 ans soit assassiné. Nous avons donc marché jusqu'à lui, et nous avons été. Je me suis promené avec lui, et je lui ai pris la main. Et qui a eu l'idée de marcher vers lui? Mine. Était-ce le cas? Puis c'est Robert qui a eu l'idée de le tuer. John Venables et Robert Thompson, 2 garçons de 10 ans, sont entrés dans l'infamie en commettant un acte si sinistre qu'il défie tout entendement. Leur cible, James Bulger, âgé de 2 ans, deviendra un nom gravé dans la douleur et l'indignation. Le juge Morland de la cour de Preston est sur le point de rendre son verdict dans cette affaire.
C'est le 12 février 1993 qu'une image granuleuse de télévision en circuit fermé a capturé le moment où John Venable et Robert Thompson, deux garçons de 10 ans, ont été vus en train de sortir du centre commercial avec un enfant plus jeune. Le duo avait déjà été observé en train de voler divers articles à l'étalage, mais ils avaient un plan encore plus effrayant. James, âgé de 2 ans, a été vu pour la dernière fois il y a plus de 48 heures, à l'extérieur de cette boucherie, dans une arcade de Bootle. Les caméras de sécurité ont photographié son apparent enlèvement par 2 jeunes. Dans la foule des acheteurs, ils ont trouvé leur victime, James Bulger, âgé de 2 ans, qui n'était pas surveillé par sa mère. Venables et Thompson, par un calcul froid, l'ont fait sortir du centre commercial et l'ont emmené dans une promenade qui allait connaître une fin tragique. Et nous sommes sortis pour aller au canal. Pourquoi ? Nous avons dit « Je ne sais pas, jetons-le à l'eau ». Il l'a persuadé, il lui a dit de s'agenouiller « Regardons l'eau, et tout cela. » Mais il ne voulait pas perdre quand nous ne voulions pas le faire descendre. Robert l'a soulevé et l'a jeté par terre, et c'est là qu'il a eu sa bosse sur la tête. Les 3 garçons traversent Liverpool jusqu'à ce qu'ils arrivent dans un endroit isolé, près d'un cimetière, le long de la voie ferrée. Là, la violence s'est intensifiée. Bulger a été violemment attaqué par les garçons plus âgés, qui ont utilisé des briques, des pierres et des barres de fer. James Bulger, soumis à des actes inqualifiables, a été abandonné sur la voie ferrée, sa vie s'étant éteinte d'une manière si brutale qu'elle défie toute explication. Mentir protégé sous une tente de la police. Le corps d'un garçon retrouvé cet après-midi par des officiers à la recherche de James Bulger, âgé de 2 ans. La découverte du corps de James 2 jours plus tard allait révéler l'étendue de ses blessures et la nation allait être confrontée à la réalité de ce que ces enfants dangereux avaient fait. Dans la salle d'audience, l'accusation a dressé le tableau d'une malveillance calculée, arguant que malgré leur jeune âge, Venables et Thompson étaient pleinement conscients de la gravité de leurs actes. Même leurs aveux prouvent qu'ils étaient pleinement conscients de ce qu'ils avaient fait. Il y a peu de temps, comme l'indique votre dossier de garde à vue, vous avez eu une conversation avec votre mère et vous avez ensuite demandé à ce que je vienne dans la pièce, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et que nous avez-vous dit? Que j'ai tué James. Le verdict était inévitable. Le jury a déclaré les garçons coupables et la peine imposée en raison de leur âge, au moment où le crime a été commis, a été la détention pour une durée indéterminée. La barbarie dont ils ont fait preuve fera de Venables et Thompson les plus jeunes meurtriers condamnés de l'histoire britannique moderne. Tout comme l'affaire Lionel Tate, celle de Curtis et Catherine Jones a été l'une des condamnations les plus controversées jamais prononcées par le système judiciaire américain. À un moment donné, je suis si heureux d'être parti, vous savez. Je sais que ça a l'air vraiment foireux, mais il y a eu un moment où j'étais à l'écart de tout cela et j'étais seul et en sécurité. Ce récit glaçant des plus jeunes meurtriers américains condamnés à perpétuité est une histoire de tragédie, de secrets de famille et de quête de rédemption derrière les barreaux. Prenez place au tribunal du comté de Duval et découvrez la sombre saga de Curtis et Catherine Jones, dont l'enfance a été perdue à cause d'un moment de violence unique et irréversible. Curtis et Catherine Jones étaient des frères et sœurs pris dans un tourbillon d'émotions bien trop complexes pour leur âge. L'aîné Curtis Jones, un père qui tente de reconstituer sa famille après une séparation, introduit une nouvelle figure dans la vie de ses enfants, Sonia Nicole Spates, âgée de 29 ans. Personne ne se doutait que cet ajout déclencherait une chaîne d'événements menant à une issue insondable. Catherine Jones n'avait que 13 ans et son frère Curtis 12, lorsqu'ils ont abattu Nicole Spates en 1999. Le plan consistait à tuer Spates, ainsi que 2 membres de la famille La Raison. Les jeunes ont été abus sexuels par l'un de ces membres de la famille. Le 6 janvier 1999, Sonia était assise à la table de la salle à manger, son attention étant absorbée par les pièces complexes d'un puzzle de 500 pièces. Catherine, armée d'un pistolet de 9 mm, a tiré sur Sonia. Curtis, son jeune frère, a ramassé l'arme et a vidé les balles restantes sur elle. Après l'avoir assassinée, les 2 jeunes ont maquillé la scène de crime pour qu'elle ressemble à un cambriolage qui aurait mal tourné, puis ils se sont enfuis dans les bois. Les travailleurs sociaux ont trouvé des preuves de maltraitance, au moins 2 fois, et pourtant, l'agresseur a été autorisé, resté dans le même logement qu'eux. Ils ont finalement été appréhendés, et c'est alors qu'une vérité plus sombre a commencé à émerger. Les enfants ont prétendu qu'ils étaient maltraités par un membre de leur famille. Mais lorsqu'ils ont demandé de l'aide à leur père et à Sonia, leurs demandes ont été accueillies avec incrédulité. Les enfants ont alors décidé de tuer les 3 adultes. Selon Catherine, elle était contente d'avoir été arrêtée pour échapper aux abus. À un moment donné, je suis tellement heureux d'être parti, vous savez. Je sais que ça a l'air vraiment foireux. Mais il y a eu un moment où j'étais à l'écart de tout cela et j'étais seul et en sécurité. Inculpée en tant qu'adulte pour meurtre au 1er degré,
Catherine et Curtis ont conclu un accord de plaidoyer pour meurtre au second degré, réduisant ainsi leur peine d'emprisonnement à perpétuité à 18 ans, assortie d'une mise à l'épreuve à vie. Ils ont semblé éprouver des remords pour leurs actes lorsqu'ils ont reçu le verdict final. Notre dernier cas aurait très bien pu être décrit comme un crime passionnel, sauf que dans ce cas, Morgan Leppert, 15 ans, n'était qu'un pion dans un jeu qui allait devenir très mortel. Leppert a avoué aux enquêteurs de Floride lors d'une interview enregistrée au sujet de l'attaque James Stewart, 66 ans, dans sa maison, à 15 ans à peine, le nom de Morgan Leppert allait être gravé dans les annales de la justice des mineurs. Prenez place au tribunal du comté de Flagler, où le juge Ed Storm préside cette affaire et rend la justice comme il se doit. L'histoire de Morgan commence dans un contexte très éloigné de l'image violente qui la définira plus tard. Élevée dans le cadre rural de San Mateo, elle se décrivait elle-même comme une « redneck cowgirl », un surnom qui donnait l'image d'une jeune fille aimant le style de vie campagnard. Mais sous cette apparence innocente, Leppert était une adolescente rebelle. C'est cette rébellion qui l'a amenée à nouer une relation avec Toby Lowry, 22 ans, un homme au passé trouble de voleur. En 2008, le couple a décidé de voler la camionnette de James Stewart, 66 ans, et de fuir l'État de Floride. Cependant, ce vol s'est intensifié et a entraîné la mort de la victime de 66 ans, un acte qui a donné lieu à une rapide chasse à l'homme. La confession a révélé Toby Lowry. Elle lui a dit de poignarder et de frapper Stewart. Lors du procès, l'accusation a dressé le portrait d'une jeune fille qui n'était pas simplement un pion dans le plan de Toby Lowry, mais qui y participait volontairement. Le jury avait la possibilité de condamner Morgan pour des charges moins lourdes, comme le meurtre au 2e ou au 3e degré ou l'homicide involontaire. Toutefois, l'accusation a fait valoir que même si Morgan n'avait pas porté elle-même les coups mortels, sa participation aux événements la rendait coupable de meurtre au 1er degré. Lorsque la peine d'emprisonnement à perpétuité a été prononcée, la réaction de Morgan a été plutôt choquante. Ses sanglots contrastaient fortement avec l'attitude sereine qu'elle avait maintenue tout au long du procès. De la perte tragique de Tiffany Heunick, 6 ans, assassinée par un enfant de 12 ans, aux peines sans précédent prononcées à l'encontre d'accusés âgés de 10 ans à peine, cette vidéo a été une véritable montagne russe d'émotions et de droit. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur votre écran pour en voir d'autres comme celle-ci, et je vous attends.